Le 11 janvier 2020, le premier mort du Covid était officiellement recensé en Chine. La suite, on la connaît, une crise sanitaire majeure, des confinements et 7 millions de morts selon l'OMS. Alors aujourd'hui, quelles leçons avons-nous tirées et sait-on exactement ce qui s'est passé? Eh bien, on va répondre à ces questions et à bien d'autres avec Vincent Bordenave. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, journaliste au service Sciences. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur le Covid, Vérité et légende. Première question, est-ce qu'aujourd'hui le Covid est devenu une maladie bénigne? Bénigne, je sais pas, mais en tout cas, c'est devenu une maladie comme les autres. Est-ce que la grippe est bénigne? Non, la grippe est pas bénigne parce que les services de soins, d'ailleurs, aujourd'hui, la subissent de plein fouet. Et à l'instar de tous ces virus respiratoires, dans la plupart des cas, la contamination au Covid est bénigne, mais pour certaines personnes, donc les personnes fragiles, on connaît la liste maintenant, mais c'est particulièrement les personnes âgées, mais pas seulement, il y a aussi les personnes qui souffrent d'obésité. Le Covid peut être une maladie embêtante, voire dangereuse. On meurt toujours du Covid en France, pour répondre directement à la question. Elle s'est ajoutée, le Covid finalement s'est ajouté à la grippe et aux autres... C'est ajouté à la longue liste des maladies liées à des virus respiratoires. Donc, on va parler de maladies plus que virus, mais donc la grippe, la bronchiolite, tout ce type de maladies. Donc, qu'on a l'habitude de croiser en hiver sur nos contrées. Et on sait comment le traiter maintenant aussi. Alors le traitement, c'est un sujet particulier. C'est pas tant qu'on sait comment le traiter, c'est que notre organisme a appris à lutter face à ce virus. C'est ce qui a fait toute la particularité du Covid et ce pourquoi il a provoqué un tel boxon au niveau mondial, c'est que c'est un nouveau virus qui est pas connu par nos organismes et qui provoque des complications inédites jusque-là, avec un nombre de personnes qui vont développer des formes graves de la maladie particulièrement importantes et qui va saturer le système de soins. Alors, le virus a changé, il a muté, mais surtout ce qui a changé, c'est qu'il n'y a pas un individu qui n'a pas rencontré le SARS-CoV-2, le virus de Covid, sur la planète, que ce soit par une contamination naturelle ou que ce soit par une vaccination, et ce qui fait que son impact sur notre système de soins et sur notre système immunitaire est beaucoup plus faible et en tout cas incomparable avec ce que ça pouvait être le cas il y a 5 ans. Oui, alors c'était ma suivante question. Pourquoi ça a été une maladie aussi dangereuse subitement? C'est parce que la population, alors je sais plus comment on appelle ce terme, mais on n'était pas du tout préparé à ça. Oui, c'était une population totalement naïve sur le plan immunitaire. C'est normal, ce virus était inconnu. Les coronavirus c'est les virus à couronne, le type de virus dont fait partie le SARS-CoV-2, circulent déjà assez largement, beaucoup chez les animaux, un peu chez les humains. Il y avait 5 coronavirus qui étaient recensés, si mes souvenirs sont exacts, au moment du déclenchement de la pandémie. Mais celui-là était différent. Il avait une particularité génétique rare chez les coronavirus, mais fréquente chez les virus de la grippe, c'est-à-dire une partie de son génome qui lui permettait d'entrer particulièrement bien dans les cellules humaines, et ce qui explique sa forte contagiosité, et ce qui a expliqué son potentiel pandémique. Et comme notre système immunitaire ne le connaissait pas, n'arrivait pas à le reconnaître, donc le système immunitaire, ce sont les anticorps, c'est les cellules lymphocytes, pour ceux qui aimaient bien regarder le dessin animé, Il était une fois la vie enfant, c'est extrêmement bien illustré là-dedans. Donc c'est tout ce monde-là qui reconnaît les virus et qui peut s'y attaquer. Le SARS-CoV-2, c'était quelque chose d'inconnu. Et le système immunitaire a été dépassé. Et ce qui a provoqué les formes graves au début, c'est des tempêtes cytokiniques. C'est-à-dire que c'est le système immunitaire qui s'emballe, qui surréagit et qui fait qu'on est obligé de plonger les individus dans le coma pour pouvoir les aider à s'en sortir. Effectivement, on se rappelle des premiers cas qui ont été très compliqués à gérer. En tout cas, on va parler un peu des origines du Covid. Est-ce qu'on en sait un peu plus 5 ans après d'où le Covid d'où il peut venir? Alors sur la question des origines, il y a quelques certitudes et beaucoup de doutes. On va commencer par les certitudes. Ce qu'on sait, on sait 2 choses importantes. Déjà, on a une certitude sur le rôle du marché de Wuhan, le marché de fruits de mer, son nom exact, sur lequel étaient vendus pas que des fruits de mer, mais aussi des animaux vivants, parmi lesquels on a retrouvé des chiens vivriens, des civettes. Et on sait que sur ce marché, il y avait une grande circulation du virus, de virus de manière générale, mais aussi du SARS-CoV-2. Des prélèvements génétiques ont été effectués. Les données, c'est
une histoire à raconter en tant que telle, mais les données ont fuité, ont été retrouvées sur Internet par notamment une scientifique française. Et ces analyses ont montré que le virus circulait largement sur le marché en décembre 2019. Donc, le marché a au moins servi de tremplin. La question, c'est est-ce que le virus du Covid, le SARS-CoV-2, a acquis son potentiel, donc ce que je disais, c'est cette partie de son génome extrêmement importante, son potentiel, ce qui lui donne son potentiel pandémique sur le marché, ou est-ce qu'il l'a acquis ailleurs? Ça, on ne sait pas. Et la deuxième certitude que l'on a, c'est que les virus dans le monde animal les plus proches du SARS-CoV-2 ont été repérés au nord du Laos, donc à la frontière chinoise, dans des populations de chauves-souris. Donc, on sait que le marché est extrêmement important. On sait qu'à 1000 km de là, au nord du Laos, il y a des virus qui sont assez proches. Par contre, on ne sait pas comment le virus a traversé ces 1000 km et comment il a obtenu cette particularité génétique. Et là, il y a énormément d'hypothèses. Une recombinaison entre deux virus animaux, quelque chose de très possible, qui amène... Ça peut être sur le marché, ça peut être ailleurs, qui amène le virus à devenir extrêmement contagieux. Ça peut être une recombinaison en laboratoire suite à des manipulations qui n'auraient pas été déclarées. L'hypothèse est défendue par un certain nombre de scientifiques. Ça peut être aussi lié à des contaminations accidentelles de scientifiques qui vont faire des prélèvements dans ces reliefs au nord du Laos et qui portent le virus et qui après vont amener cette recombinaison génétique. Donc voilà, c'est un peu le niveau de connaissance. Donc il y a pas mal d'inconnus dans cette... Il y a pas mal d'inconnus. Et les scientifiques, bon, c'est compliqué parce que ça fait 5 ans que la pandémie est déclarée, ça fait 5 ans que les scientifiques travaillent dessus. Sont partagés entre certains, entre le pessimisme des uns et l'optimisme des autres. Le pessimisme des uns pointant l'absence de collaboration de la part de la Chine notamment, mais pas seulement, hein, pour permettre l'accès aux données. Donc les données, c'est les données du laboratoire de Wuhan, quel virus était présent, etc. On commence à en avoir certaines, mais il en manque. Mais aussi... les données sérologiques, c'est-à-dire l'analyse des virus des premiers malades, et également l'absence d'enquête dans le monde animal, pour le coup. Est-ce qu'un virus très proche du SARS-CoV-2 circulait chez une population qui était commercialisée sur le marché de Wuhan? Ça, on n'a malheureusement pas ces informations. Donc les scientifiques sont un peu pessimistes, d'autres sont plutôt optimistes sur le fait de découvrir les origines et rappellent que on a découvert les origines de la peste d'il y a 9 siècles, il y a à peine quelques années, grâce à l'analyse génétique d'un génome particulier, d'un virus particulier qui était un des premiers. Donc tout peut arriver et donc on saura peut-être un jour d'où vient le SARS-CoV-2, mais pour le moment, l'enquête suit son cours. L'enquête suit son cours, pas tout de suite, on l'aura compris. Vous parliez aussi de ce... Est-ce qu'il y a un blocage? On imagine qu'il y a eu un blocage de la part des autorités chinoises? Oui, il y a un blocage. En tout cas, elles ne sont pas très collaboratives. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles peuvent ne pas l'être. Première raison, parce qu'elles refusent l'ingérence et en disant on a donné ce qu'on avait et on n'a pas besoin de donner plus et on n'a pas besoin de faire la preuve qu'on avait autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait crédible et tout à fait entendable. Et autre solution, c'est que y a quelque chose à cacher. Mais quelque chose à cacher, ça veut tout et rien dire. Parce que les conditions de conservation des animaux sur le marché de Wuhan sont problématiques et ne répondent pas aux engagements qu'avait pris la Chine après la pandémie de SARS-CoV-1 en 2003, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a quelque chose à se reprocher là-dessus. On peut aussi, tout à fait, ce que on disait tout à l'heure sur les manipulations en laboratoire, estimer que la Chine ne fait pas plus d'efforts parce qu'elle ne veut pas qu'on parle de ces manipulations. Mais aucune de ces trois thèses ne prend le devant sur l'autre. Et il faut quand même préciser que l'hypothèse du laboratoire, elle est crédible au vu des particularités génétiques du virus, mais elle n'est alimentée par aucun élément factuel. On constate que rien ne l'invalide, mais il n'y a aucun élément factuel qui l'alimente. Ça, c'est extrêmement important. Pour qu'on comprenne bien, sur la fuite de laboratoire, c'est un virus qui pourrait avoir obtenu... Je parlais du site. Un gain de fonction. Exactement, je parlais d'une particularité génétique du virus qui lui permet d'entrer dans les cellules humaines. Cette particularité génétique, elle peut apparaître naturellement par mutation, mais chez les virus de la grippe. Dans le cas des coronavirus, elle peut exister en cas de recombinaison. Cette recombinaison, elle peut être naturelle. Il suffit qu'un animal soit contaminé par deux virus et ces virus se rencontrent et peuvent se recombinent. C'est déjà arrivé. Ou bien, elle peut être liée à une manipulation, c'est-à-dire que des scientifiques font des expériences pour anticiper les futures mutations et la dangerosité des virus et ce qu'on appelle les gains de fonction, ce que vous disiez à l'instant. Et
dote un virus de capacités qu'on connaît ailleurs dans le monde virologique. Donc c'est une des possibilités. Honnêtement, dans le génome, rien ne permet d'affirmer que ça a été le cas, mais rien ne permet de l'infirmer. C'est là-dessus qu'il y a ce doute-là. Et l'attitude, à la fois la Chine, mais pas seulement. Il y a l'OMS a demandé, par exemple, aux États-Unis de déclassifier un certain nombre de documents de la CIA, ce qui n'a pas été fait, même malgré l'engagement du président Biden. Donc le comportement des États là-dessus alimente le doute. Qui dit doute dit suspicion. Oui, effectivement, et on sait vers quoi, enfin, en tout cas, ce que ça peut engendrer, si ce n'est pas clair, en tout cas, pour les gens, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux protégé, on peut dire, face aux futures épidémies que ce qu'on était il y a 5 ans ? Alors, au niveau mondial, la question est assez compliqué. Quelles sont les causes profondes du SARS-CoV-2, quelle que soit l'origine du virus? C'est la confrontation des zoonoses, donc les épidémies dans le monde animal, avec les humains. C'est quand des virus qui circulent dans le monde animal vont rencontrer des systèmes immunitaires naïfs, pour revenir à ce qu'on disait. Là-dessus, force est de constater qu'il y a peu d'efforts qui ont été faits. Donc le marché à Wuhan est fermé maintenant, mais il y a d'autres endroits où les mêmes conditions de salubrité, où on est exactement dans les mêmes conditions, où les animaux sont entassés de la même manière. Et donc, on a autant d'étincelles qu'il y a de sites, et l'embrasement peut arriver. Ensuite, donc un nouveau virus qu'on ne connaît pas, dont nos systèmes immunitaires sont totalement démunis, peut tout à fait arriver. Le risque existe. Maintenant que le risque existe, comment est-ce qu'on s'y prépare ? Un certain nombre de leçons ont été prises. En France, on a doté le pays d'une nouvelle agence de recherche sur les maladies infectieuses qui fait un travail de recensement et qui, surtout, a développé tout un pan de la recherche de séquençage génétique, c'est-à-dire la recherche des virus à la fois dans le monde animal et des virus qui circulent chez les humains pour pouvoir cibler les potentiels de risque. Actuellement, les scientifiques sont très inquiets, enfin pas inquiets, le terme est un peu exagéré, mais surveillent de très près l'épidémie de H1N1, donc de grippe aviaire, aux États-Unis, qui touche, et c'est pour ça qu'elle est inquiétante, qui touche particulièrement le bétail. Il y a plusieurs centaines de fermes qui sont concernées. Il y a une soixantaine, je crois, de cas de contamination humaine. Il y a quelques morts. Pour le moment, on ne constate pas de contamination interhumaine, donc ça c'est extrêmement important. Et autre élément particulièrement important, c'est que plusieurs vaccins sont déjà à laisser à l'étude pour protéger les populations animales, et que le saut d'espèce pour le vaccin est pas très compliqué à faire, mais c'est une des sources d'inquiétude numéro 1, c'est le H5N1, la grippe aviaire qui revient régulièrement, et ensuite tous les virus qu'on connaît pas. Là actuellement, on nous parlait d'une maladie vectorielle, c'est-à-dire qui est portée par un autre animal, donc là en l'occurrence c'est des moucherons, en Amérique latine, qui assez comparable avec Zika. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est que Zika. C'est un virus qui, dans la plupart des cas, est bénin, mais quand il touche les femmes enceintes, a des graves conséquences sur le fœtus et ces bébés avec des toutes petites têtes, qui peut avoir les mêmes conséquences, donc qui est hautement surveillé aussi par ces agences. Voilà. Après, le fait est que ce qui est essentiel, c'est notre rapport à la biodiversité et à ces zoonoses, et que là-dessus, les leçons n'ont pas totalement été tirées, ou en tout cas, si elles ont été tirées, on est encore loin de la mise en application. Et sur la question plutôt, on va dire, de la réponse de l'État, des États, la réponse générale, est-ce que vous pensez que si un virus de ce type réapparaissait, on ferait mieux ? J'espère, parce qu'on apprend de ses erreurs, et que quand le SARS-CoV-2 est arrivé, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord... ça a été difficile parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. La Chine a tout fait pour étouffer l'affaire rapidement. On se souvient de ce médecin qui a alerté sur les malades dans son hôpital, qui a été arrêté. On se souvient des coups de pression diplomatiques du régime communiste pour quand des pays ont commencé à mettre en place des restrictions de voyage entre les pays. Chinois. Exactement. Avec des restrictions, il y avait une obligation de quatorzaine, je crois, autour de Chine, et ce qui a beaucoup énervé la Chine. Donc on avait ce début
où on savait que c'était grave, mais la Chine disait que c'était pas trop grave, donc on était un peu embêtés. Puis le virus est arrivé en Europe, et là c'était une traînée de poudre. À partir du moment où il arrive en Italie, qu'il était obligé de se confiner, on essaye de se mentir à nous-mêmes et dire que ça sera pas le cas chez nous. Ça peut passer la frontière. Mais finalement, quand ça arrive chez nous, on est obligé de faire la même chose. Donc il y a eu cette phase-là de déni, puis une réaction disproportionnée avec le premier confinement. Il faut se rappeler de l'absurdité du premier confinement. Les gens n'avaient pas le droit de sortir pour aller se promener en montagne. Il y avait des drones au-dessus des plages et des choses comme ça. Donc j'ose espérer que là-dessus, on aura appris de nos erreurs, que si un nouveau virus arrive, on pourra avoir une réponse qui sera proportionnée. Au début, le discours était il ne faut pas faire rentrer le virus sur le territoire. Donc, on recherche autour des foyers, etc. Et après, l'objectif, ça a été, vous vous souvenez, le dessin d'Olivier Véran sur BFM TV, d'aplatir cette courbe et pour ça, de baisser les contaminations, d'où la fermeture des écoles, etc. etc. Mais la principale erreur, en fait, qui a été faite, c'est une mauvaise appréciation du comportement du virus. C'est qu'on avait un plan pour se prémunir des pandémies. Qui était basé sur la grippe. Donc, c'est-à-dire une maladie qui est contagieuse une fois que les symptômes apparaissent. Donc, quand on a un nez qui coule, qu'on commence à tousser, etc. Le problème du SARS-CoV-2, c'est que c'est un virus qui est contagieux au moins 3 jours avant l'apparition des symptômes. Et qu'à partir de là, on ne pouvait plus faire de ce qu'on appelle le contact tracing. Et on a totalement perdu pied. Et ce qui fait que le nombre de cas a totalement augmenté et qu'il y a eu cette réponse disproportionnée avec le premier confinement. Et je trouve que on a appris de nos erreurs pendant la crise du Covid parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais la France est un des rares pays qui n'a pas fermé ses écoles à partir de l'automne 2020. Quand la plupart des pays occidentaux, eux, avaient fermé les écoles, avaient mis en place des cours à distance, etc. La France a tenu, elle a fermé beaucoup de choses pendant les deuxièmes confinements et les couvre-feux, etc. Mais les écoles sont restées ouvertes. Et je pense que c'est une bonne chose et c'est surtout un apprentissage des erreurs du premier confinement. Et puis il y a la question de l'acceptation aussi par la population, vous le disiez, c'est aussi ça qui est très important dans ce genre d'épidémie. On se posait la même question avant le Covid, hein. Souvenez-vous, quand la Chine a confiné Wuhan en janvier, tout le monde disait jamais ça pourrait être fait en Europe, il n'y avait pas d'acceptation. Et pourtant, le confinement a été très bien accepté, les gens ont particulièrement bien respecté les consignes. Il y avait des réfractaires, mais c'était en proportion minime par rapport au nombre de personnes qui étaient chez eux et qui respectaient. Donc je pense que si le danger arrive, il y a quand même une peur naturelle parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On ne savait pas ce que c'était que ce virus. On découvrait des symptômes tous les jours, la perte du goût, de l'odorat. Il y avait les problèmes cutanés avec des éruptions au niveau des mains. On voyait des gens très jeunes qui étaient en réa. On voyait des gens très jeunes aussi mourir. Il y a une jeune fille de 17 ans qui meurt dans mon souvenir première quinzaine de mars. C'est des choses qui marquent et les gens ont eu peur et ont compris pourquoi on les confinait et en tout cas l'ont accepté. C'est sans doute la peur qui a joué, mais en tout cas il y a eu cette acceptation et en cas de nouvelle pandémie on sera dans un contexte similaire. Donc l'acceptation, je pense que je pense que la question se posera de la même manière qu'elle s'est posée pour le Covid et que si la situation est aussi urgente, les gens feront la même chose. Alors on espère que ça n'arrivera pas néanmoins, mais c'est sûr. Merci beaucoup Vincent Vandenhave d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous internautes du Figaro de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'ailleurs demain dans le Figaro beaucoup d'articles sur le Covid, sur les 5 ans. Cela fait 5 ans que le premier mort a été recensé officiellement, je vous le disais. Et je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.